Merci beaucoup. Je suis très heureux d'intervenir pour cette deuxième édition de Make Europe Great Again. J'avais eu le privilège, la joie d'être présent à Bucarest lors de la première édition à l'initiative de nos amis roumains déjà il y a de mémoire un peu plus d'un an. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier Georges Simion, tous nos collègues de la délégation roumaine qui se révèle être, au bout de quelques mois de mandat, sans doute l'une de nos délégations les plus dynamiques à l'initiative de bien des actions et bien des publications et bien des réunions qui permettent de faire vivre de manière concrète notre vision européenne alternative, à la fois résolument européenne, ancrée dans nos valeurs de civilisation, et résolument alternative parce que nous sommes conscients des défauts, des écueils, des dérives des institutions européennes actuellement. Donc merci beaucoup à toute la délégation roumaine de cette belle initiative. Nous avons incontestablement, avec les États-Unis, une source civilisationnelle commune qui fait que nous avons des valeurs que nous partageons. Des valeurs qu'on pourrait qualifier d'occidentales, les grandes libertés, liberté économique, liberté d'expression, liberté d'opinion, mais aussi une certaine vision du monde, une forme d'altruisme, d'ouverture, qui a fait que la civilisation européenne s'est exportée aux États-Unis d'Amérique, qui en sont aujourd'hui devenus un vecteur autonome en quelque sorte, mais notre civilisation européenne, elle a été capable de rayonner à travers le monde plus que toute autre civilisation. Et c'est sans doute ce qui fait l'une de ses singularités, l'une de ses forces. Nous avons assisté ces derniers mois, jusqu'au 5 novembre, l'élection de Donald Trump, à une offensive, un déluge, pourrait-on dire, d'hostilité à l'égard de Donald Trump. Il a tout subi. Il y a une phrase qui est tirée du Cid de Corneille, mais qui est devenu un proverbe en France, qui dit qu'à combattre sans péril, on triomphe sans gloire. Eh bien, on peut dire que Trump a la gloire avec lui, puisque précisément, il a combattu tous les périls. Il a subi toutes les attaques de toute nature. Ça a été très bien rappelé à l'instant par notre ami Timothy Constantine. Il a subi l'offensive judiciaire, il a subi l'offensive médiatique, il a subi une offensive politique généralisée. Et d'ailleurs, c'est assez frappant de voir qu'il y a quelques semaines, lors des élections présidentielles en Roumanie, on a annulé l'élection présidentielle au motif qu'il y aurait eu une ingérence par les réseaux sociaux de messages en faveur d'un candidat qui n'était d'ailleurs pas celui que nous défendions à cette élection. Mais lorsque la totalité des médias européens, avec une virulence incroyable, toute la journée, nous expliquaient que l'élection de Trump serait un drame, qu'il fallait absolument que Kamala Harris soit élue présidente des États-Unis, là, ça n'était pas une ingérence. Là, ça ne posait aucun problème à personne. C'était normal parce que c'est le système qui s'auto-défendait. C'est le système qui défendait la candidate du système contre celui qui avait réussi, en défendant des valeurs, en défendant le bon sens, à faire l'alliance du peuple américain au sens large, c'est-à-dire à la fois les classes populaires, laborieuses, et aussi les acteurs économiques dominants. Il a réussi cette alliance très difficile à faire. Tous dans nos pays européens, lorsque nous combattons électoralement, nous savons à quel point il est difficile de rassembler dans les urnes à la fois les électeurs les plus modestes, les plus fragiles, et ceux qui sont les premiers de cordée, c'est-à-dire ceux qui sont des acteurs économiques, ceux qui prennent des initiatives et qui prennent des risques. C'est très difficile et c'est sans doute ce qui a fait l'immense succès de Trump en 2016 déjà, mais de manière plus spectaculaire encore en 2024. Alors, aujourd'hui, nous voyons avec une grande satisfaction l'élection de Donald Trump parce qu'on dit souvent que lorsqu'il y a une idée, qu'elle soit bonne ou mauvaise, qui gagne de l'autre côté de l'Atlantique, eh bien, souvent, elle vient en Europe quelques années ou quelques décennies après. Alors ça a été vrai parfois de mauvaises idées. On se souvient du progressisme, de la vague qu'a connue la Californie et San Francisco, le progressisme sociétal qui ensuite est arrivé dans les années 70 en France. Et ça a été très négatif et nous en subissons encore les frais. Mais voir l'élection de Donald Trump aujourd'hui, voir les États-Unis qui se ressourcent
nos grandes valeurs de civilisation, voir les conservateurs triompher, voir les libertés triompher aux États-Unis, c'est sans doute la perspective enthousiasmante de voir cette lame de fond, peut-être même ce raz-de-marée, déferler ensuite, franchir l'Atlantique et déferler sur nos nations européennes dans les prochaines années. Alors l'élection de Donald Trump, eh bien, à la fois, elle nous réjouit parce que nous savons que nous partageons une vision commune, défendre notre identité, lutter contre l'immigration clandestine, défendre nos libertés économiques, en finir avec l'inflation des normes, en finir avec la dictature climatique, en finir aussi avec la restriction des libertés d'expression et d'opinion, notamment sur les réseaux sociaux. Mais elle nous pose aussi un défi majeur, puisque les États-Unis ont décidé enfin de défendre leurs intérêts, et c'est très légitime, America First, à nous de défendre nos intérêts, Europe First. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas des amis, des alliés, des partenaires des États-Unis, bien sûr, et cela a été consacré à de nombreuses occasions dans l'histoire, mais nous devons aussi être capables de défendre nos intérêts qui peuvent être contradictoires. Nous sommes des compétiteurs, nous sommes des concurrents économiques, et cette émulation, elle peut être bénéfique à tous. Elle ne nous empêchera pas de travailler ensemble, elle ne nous empêchera pas de commercer ensemble, elle ne nous empêchera pas d'avoir aussi des alliances diverses, politiques, géopolitiques, militaires peut-être, mais nous devons évidemment être capables de défendre nos intérêts. Or, on voit bien que la tendance ici à Bruxelles, la tendance des institutions européennes, eh bien, elle est à l'opposé de la défense de nos intérêts. Dans les premiers décrets qu'il a signés, et qui sont un signe de volontarisme politique spectaculaire, qui contraste quand même assez singulièrement avec ce que nous connaissons quand on a une alternance politique dans nos pays. Souvent, pendant des mois et des mois, le nouveau gouvernement se met en place, fait des petites modifications mineures. Là, on a un président élu qui immédiatement prend un certain nombre de grandes décisions, très vite, le jour même, avec des décrets dans tous les domaines. Eh bien, c'est un signe de volontarisme politique, mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit on va arrêter l'inflation des normes, on va arrêter les impôts, d'une part, c'est-à-dire on va redevenir compétitif sur la scène mondiale, et d'autre part, on va mettre en place et on assume des protections économiques. Et ici, à Bruxelles, c'est le gros mot, puisque l'Union européenne, malheureusement, s'est construite comme un espace totalement ouvert, à la fois le plus normé au monde, le plus de normes, le plus de contraintes, avec des prétextes environnementaux pour justifier les normes, c'est le fameux pacte vert, et en même temps, le moins de protection. On abat toutes les protections, en multipliant les accords de libre-échange avec le monde entier. Or, ce modèle-là n'est pas viable. On peut avoir très peu de contraintes, beaucoup de liberté économique, être compétitif et dans ce cas-là avoir des accords de libre-échange, ou on peut au contraire, mais c'est évidemment risqué, avoir des normes très exigeantes, mais à ce moment-là, un marché très protégé. Mais le risque, évidemment, quand on met en place des protections douanières, c'est d'avoir en retour des pays partenaires qui mettent aussi des protections douanières, et ça aboutit à une baisse globale du volume des échanges commerciaux. On voit bien que les Américains, avec Trump, vont défendre leurs intérêts économiques. Ça avait déjà été le cas pendant son premier mandat. Il avait assumé de mettre en œuvre des aides d'État, assumé avec le Buy American Act le fait de protéger, de soutenir les entreprises américaines dans la compétition économique. Eh bien, nous devons être capables de faire la même chose. On doit arrêter de pleurnicher sur les États-Unis qui défendent leurs intérêts. Ils nous montrent la voie, mais ils nous montrent la voie de ce que nous devrions faire, alors qu'aujourd'hui, eh bien, à la dernière session plénière à Strasbourg, la semaine dernière, on entendait tout le monde se plaindre, protester de manière totalement impuissante. Trump va défendre les intérêts américains, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On doit enfin, nous aussi, être capables de défendre nos propres intérêts. Et c'est comme ça que les Américains seront un partenaire d'autant plus fort qu'ils nous respecteront. Nous serons respectables lorsque nous serons capables d'assumer nos décisions politiques. Et voir, par exemple, pour passer aux questions géopolitiques, l'impuissance de l'Union européenne à résoudre le problème de la guerre en Ukraine, et voir aujourd'hui l'Union européenne qui à la fois critique Trump, mais est dans l'attentisme total et n'attend plus qu'une chose, c'est que Trump règle le problème, règle ce conflit et amène à une solution qui conduise à la paix. Eh bien, ça révèle aussi, voilà, nos propres lacunes, nos propres carences. Alors, ici, nous sommes des patriotes français, roumains,
italiens, hongrois, etc. Mais nous sommes des Européens, nous avons conscience que nous devons agir de concert, agir en commun. Mais aujourd'hui, l'urgence, le défi que nous devons relever, eh bien, c'est cela, c'est être capable enfin de défendre nos intérêts, d'être avec les Américains, des amis, des alliés, des partenaires, mais ne plus attendre en permanence tout de l'autre côté de l'Atlantique. Il n'y a pas de tutelle américaine. D'ailleurs, l'isolationnisme qui a été la ligne rouge, en quelque sorte, suivie par Donald Trump, candidat, et qu'il suivra comme président, eh bien, doit nous conduire à l'autonomie stratégique, à assurer nous-mêmes notre sécurité et à être capable aussi, dans les zones d'influence qui sont les nôtres dans le monde, eh bien, d'agir de manière autonome. Il faut reconnaître d'ailleurs que, comme toujours, les démocrates américains créent des guerres et les républicains américains, à l'exception peut-être de Bush, arrêtent les guerres. Ce qui a caractérisé le mandat de Donald Trump, le premier mandat, ça a été de sortir d'Afghanistan, de sortir d'Irak, de sortir de Syrie, d'aboutir d'ailleurs avec la Russie à une situation de stabilisation. Et ce qui a caractérisé les 4 ans de Biden, eh bien, c'est la prolifération des conflits ou des risques de conflits. Voilà, alors on a cet espoir que ce nouveau mandat avec Donald Trump eh bien, aboutisse à la pacification, à la paix, mais nous avons notre rôle à jouer, nous, Européens, dans ce combat-là, et il faut enfin que nos nations soient capables de faire entendre leur voix, soient capables de défendre leurs intérêts.